Christian Estrosi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons parler de l'actualité, du retour de Nicolas Sarkozy, des législatives partielles à Villeneuve-sur-Lot, de l'augmentation du chômage, du dossier des retraites et puis aussi de l'affaire Tapie. Et on va commencer par cette législative partielle très attendue aujourd'hui à Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne. Le candidat socialiste a été éliminé au premier tour et les candidats UMP et Front National sont face à face. Vous pensez qu'il y aura un report de voix socialistes sur votre candidat ? Je suis convaincu que les candidats républicains se retrouveront sur le candidat de l'UMP. Ce qu'il faut voir, c'est une 8e défaite consécutive, un électorat socialiste qui a été très démobilisé parce que il s'est senti au fond de lui-même un peu trahi par des engagements qui n'ont pas forcément été respectés pendant la campagne électorale. Et je crois qu'en même temps, nous sommes dans un pays où il y a une majorité de Françaises et de Français qui, dans des rendez-vous importants de cette dimension, parce qu'une partielle est observée par l'ensemble des Français, et les électeurs de Villeneuve-sur-Lot, forcément, savent qu'ils ont une responsabilité lourde qui pèse sur leurs épaules. On verra un signe fort de cet attachement aux valeurs républicaines. Mais Monsieur Estrosi, est-ce que le Front républicain, est-ce que c'est la bonne méthode pour contrer le Je Front ne parle pas de Front national ? républicain. On veut toujours nous entraîner dans ce débat depuis 30 ans. Bon, ça fait 30 ans que vous me Non, ce que posez la j'appelle question. Front républicain, c'est quand depuis 30 ans, le vous me PS posez et la l'UMP question. sont d'accord. Bah oui, mais parce que c'est le cas actuellement. Le PS ça a été le cas, puis voté... ça n'a plus été le cas, puis c'est de nouveau le cas, puis ça le sera en tous les plus. cas, est-ce que c'est la bonne Parce que méthode ? la Parce qu'on France a est vu un que pays Ségolène sage, Royal n'est pas très raisonnable, favorable. et tout le monde sait que voilà, il y a deux partis de gouvernement dans notre pays. Il y a aujourd'hui la gauche avec le Parti socialiste, il y a la droite républicaine avec l'UMP. Mais vous avez envie que les socialistes, que les électeurs socialistes votent cette fois-ci pour votre candidat. C'est ce que j'appelle le Front républicain. Je suis très triste que nous n'ayons pas de deuxième tour UMP-PS. Voilà, parce que la logique des choses voudrait cela. Et si nous en sommes là, c'est parce que une majorité, on n'est pas sur n'importe quel sujet dans n'importe quelle circonscription, on est dans la circonscription dont le député devenu ministre du contrôle de la fraude bancaire et fiscale c'est lui-même fauté considérablement jusqu'à un écœurement total qui aujourd'hui pousse des Français qui ne sont pas forcément idéologiquement tournés vers les extrêmes à se tourner vers les extrêmes, pour certains d'entre eux à ne plus voter à gauche, pour d'autres à voter pour l'UMP qui est le premier parti d'opposition dans notre pays. C'est quand même de ce sujet dont il s'agit, c'est d'un rejet total de ce qui s'est passé avec le représentant de cette circonscription au Parlement devenu ministre du Budget. Mais vous pensez que c'est une affaire qui est circonscrite au cas de l'ancien fief de Cahuzac ? Est-ce que ça n'est pas symptomatique de ce qui risque de se passer aussi au municipal ? Mais je ne le pense pas un seul instant. Vous savez, je suis l'élu d'une région où nous avons tellement connu les traces qu'a laissé le Front National. Dois-je vous parler de Toulon ? Vous vous rappelez de Toulon et de M. Chevalier, dont je ne sais combien d'élus ont été condamnés, sont allés en prison, de recel de preuves, 8,5 millions d'euros de pots de vin sur les marchés des cantines scolaires, Orange, prise illégale d'intérêt. Aujourd'hui, on a quand même, par exemple, des élus FN pour complicité de violence en réunion avec armes et préméditation. Vous voulez que je vous raconte la liste de ce que dans ma région on n'a pas oublié? Monsieur Estrosi, il y a un sondage qui montre que le Front National a le vent en poupe. Comment est-ce que vous expliquez cette montée du Front National ? On a un sondage qui donne le Front National, l'UMP et le PS à égalité dans la perspective des européennes. Ça, c'est du concret. Tout ce que vous dites, bien sûr, on s'en souvient. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Ce qui est du concret, ce sont les résultats et pas les sondages. Les sondages sont des indicateurs importants de l'état de l'opinion.
Donc nous avons à tenir compte de l'état de l'opinion et nous avons tous sans doute une part de responsabilité. Vous reconnaîtrez quand même que ceux qui ont la plus grande part de responsabilité, ce sont ceux qui gouvernent aujourd'hui. Nous avons notre propre part de responsabilité à l'UMP parce que je considère que l'UMP ne porte pas encore, au moment où elle a besoin de se réorganiser, de se restructurer, un grand projet. Voilà pourquoi je fais partie de ceux qui souhaitent que nous donnions une véritable espérance, que nous nourrissions de nouveau dans un pays où nous voyons le pouvoir d'achat qui n'a cessé de chuter, où nous voyons des inéquités sociales grandissantes, où il me paraît important et urgent que nous apportions des solutions pour faire revenir des électeurs de l'UMP qui nous ont quittés pour aller vers le Front National, des électeurs de gauche qui ont quitté la gauche pour aller vers le Front National, sans doute pour exprimer un dégoût, pour exprimer une lassitude de tout cela, parce qu'ils ne voient pas nourrir de nouvelles espérances. Alors on va parler vous savez, Marine Le Pen, c'est une rentière du désastre. Quelle solution propose-t-elle? Marine Le Pen passe son temps à bénéficier simplement les désastres qui s'accumulent, la montée du chômage, la baisse du pouvoir d'achat, les délocalisations des entreprises, les plans sociaux qui, depuis l'arrivée de M. Hollande au pouvoir, s'amoncellent les uns derrière les autres. Eh bien oui, c'est une rentière de tous ces désastres. C'est à elle que profitent tous ces désastres, sans y apporter de réponse, sans apporter de solutions concrètes. Voilà, aujourd'hui, je porte dans ma famille politique un certain nombre de projets pour que l'on taxe les importations à nos frontières lorsque l'on ne produit pas dans les mêmes conditions sociales et environnementales que nos entreprises et qu'en même temps on baisse les charges qui les écrasent et qui sont insupportables. Vous savez, ceux qui se sont vus supprimer les heures supplémentaires défiscalisées et qui étaient des classes moyennes ou des ouvriers modestes qui, pour 9 millions d'entre eux, pouvaient améliorer la fin de mois ou la fin d'année pour leur famille et leur foyer, ce sont des gens qui, quelquefois, ont besoin d'exprimer un coup de colère. Il est urgent d'apporter des réponses. Portons ces réponses, ne nous laissons plus enfermer nous-mêmes devant les médias, devant ces polémiques qui nous amènent à tourner en rond, soit parce que nous nous critiquons les uns les autres, ce que je me refuse à faire dans ma famille politique, et je dis à tous ceux de ma famille qui se livrent à ce petit jeu qu'il est temps d'y mettre un terme, et que nous portions ensemble un projet qui fera que demain, nous ne serons pas confrontés aux problèmes du Front National. Alors, on va parler on va revenir sur la situation économique et sociale, mais on reste un moment dans la politique et on va parler du retour de Nicolas Sarkozy. Le Monde, dans un papier de une sur ce retour, vous présente comme un filloniste sarco-compatible. En même temps, si on a bien compris, il va vous falloir choisir entre les deux. Et pourquoi devrais-je choisir alors que Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, n'est pas de retour sur la scène politique, que heureusement que nous avons des personnalités, parmi lesquelles je me compte d'ailleurs, qui aujourd'hui entretiennent une permanence d'un message devant les Français. Vous imaginez si personne, alors que vous me parliez il y a quelques instants l'obstacle du Front National qui se retrouve systématiquement dans des seconds tours, s'il n'y avait pas notre formation politique pour porter des messages d'avenir avec des leaders dans notre formation politique, on ne va quand même pas reprocher au moment où Nicolas Sarkozy aurait bien évidemment toute sa place s'il désire retourner sur la scène politique, et ça n'est pas l'ami de Nicolas Sarkozy que je suis qui vous dira le contraire. Est-ce que vous le voyez, monsieur Sarkozy ? Pour l'heure, nous avons à gérer le quotidien. Nous avons à gagner les prochaines échéances municipales, nous avons à gagner les prochaines élections européennes, puis des cantonales et des régionales qui arriveront derrière. Heureusement qu'il y a des personnalités, des hommes et des femmes politiques dans notre formation politique pour au quotidien déposer des propositions de loi, avancer des propositions. Monsieur Estrosi, on a bien compris tout ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui,
On parle beaucoup d'un retour éventuel de l'ancien président Sarkozy. Alors ma question, est-ce que vous le voyez? Et si oui, est-ce que dans vos discussions, vous avez l'impression d'avoir en face de vous un homme qui veut revenir? Vous utilisez vous-même le mot éventuel. Pourquoi parler d'éventualité? Moi, j'aime bien parler de faits concrets. Voilà. Et alors justement, les faits concrets, est-ce que vous le voyez parfois? Je vois régulièrement Nicolas Sarkozy. Et bien évidemment, c'est toujours avec passion que je le vois évoquer la situation politique de son pays, avec colère quelquefois lorsqu'il voit malheureusement que les indicateurs économiques ne sont pas bons parce que des mauvais choix sont faits. En même temps, je me suis toujours imposé depuis très longtemps, et pour avoir été 3 fois son ministre, c'est une règle que je m'étais imposée et que je continue de m'imposer aujourd'hui. Le secret de nos conversations doit rester le secret de nos conversations. Bon, alors on va vous laisser avec vos secrets, mais il ne m'appartient pas aujourd'hui de vous livrer. Simplement, il aime la France, il aime son pays, il l'a servi avec talent, avec énergie, avec courage dans la période la plus difficile des 40 ou 50 dernières années. Est-ce que vous croyez que les affaires dans lesquelles son nom apparaît seraient de nature à l'empêcher de revenir s'il avait envie de revenir? Je ne le pense pas un seul instant, parce que ça n'est pas parce que son nom apparaît qu'il est d'abord ni impliqué ni concerné. Bien sûr, c'est bien pour ça que j'ai dit dans lequel son nom apparaît. Prudence. Oui, mais c'est tellement facile aujourd'hui, vous savez. Sans doute est-il redouté au point que tout soit fait pour que l'acharnement le plus total se mais qui tourne s'acharne, vers lui. à votre avis? Mais lorsque je vois un procureur général qui a demandé le dessaisissement du juge Gentil, on peut s'interroger aussi et ne pas toujours regarder celui qui a porté des coups contre Nicolas Sarkozy, mais ceux aussi dans la magistrature, parmi les juges. Vous diriez que les magistrats s'acharnent contre monsieur Nicolas Sarkozy? J'ai trop de respect pour l'indépendance de la justice pour commenter cela. Je constate, c'est un constat, un fait, comme vous, journaliste, il vous arrive de faire du factuel, je fais du factuel. Je vois qu'il y a un juge dont beaucoup de vos confrères disent qu'il avait une dent personnelle contre Nicolas Sarkozy. Je l'ai lu, ce sont vos confrères. Et puis je vois un procureur général qui demande son dessaisissement. Bon, ou en tout cas que la mise en examen de Nicolas Sarkozy... La Cour de cassation qui refuse de se prononcer, voilà, qui se déclare incompétente. Bon, donc c'est du factuel, c'est du constat, je fais ce constat, et à partir de là, je pense que les Français sont suffisamment intelligents et avisés pour se faire leur propre idée de ce qui est en train de se passer. Alors, en attendant ce retour hypothétique de Nicolas Sarkozy, vous êtes vice-président de l'UMP. François Fillon et Jean-François Copé s'organisent. Ils se sont mis d'accord pour qu'il n'y ait pas de nouveau vote en septembre pour la présidence de l'UMP. Ils se sont mis d'accord, pour demander aux militants, les militants, qui se tiendra fin juin, ce que souhaitent les militants. Je m'apprêtais à le dire, les militants sont appelés à se prononcer là-dessus, mais vous-même, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais entendre aussi les militants. Je vois bien qu'ils sont mécontents de ce qui s'est passé en novembre, et je préfère ne pas revenir dessus. Qu'ils auraient souhaité en novembre qu'il y ait de nouveau une élection, et rapidement, et moi j'estimais qu'il fallait qu'il y en ait une entre le mois de janvier et le mois de mars. J'étais certain que septembre était une très mauvaise date, parce que nous rentrons dans un calendrier préélectoral où l'UMP doit plus se consacrer à accompagner nos candidats dans les différentes municipalités que nous avons ou à garder ou à conquérir. Et bien évidemment, c'est avec beaucoup de sagesse que François Fillon et Jean-François Copé ont souhaité demander aux militants de se prononcer. Je pense que les militants nous diront, à partir du moment où, de manière collégiale, vous êtes prêts
décider des investitures, où nous sommes dotés désormais, en tout cas le Congrès devra le valider, d'une véritable constitution. Alors ça veut dire que la hache de guerre est définitivement enterrée. Qui nous permettra de désigner en toute transparence notre candidat aux prochaines élections présidentielles, et qu'il y a des règles du jeu qui sont parfaitement claires et transparentes. Je pense que nous avons surmonté l'essentiel de ce qui a pu nous diviser pour nous consacrer maintenant à un projet d'avenir et à nourrir cette espérance. Alors c'est ça. Alors Monsieur Estrosi, est-ce qu'on peut dire que la hache de guerre est définitivement enterrée à l'UMP entre fillonistes et copéistes? Nous ne voulons pas de guerre maintenant au sein de l'UMP. Je souhaite aujourd'hui vous dire très clairement ce qui me concerne, Christian Estrosi. Je me refuse à toute petite phrase à l'égard des uns et des autres. Il est vrai que je me sens beaucoup plus à l'aise dans le discours de François Fillon. Je suis un gaulliste social, tout comme François Fillon, mais l'UMP est fait de diversité. C'était la volonté de Jacques Chirac lorsqu'il l'a créé en 2001, où nous pouvons additionner ceux du centre, ceux des humanistes, ceux d'une droite forte, ceux d'une droite sociale, etc., etc., parce que pour faire 51% des voix, il faut une grande famille politique qui soit capable d'additionner cette diversité. Eh bien, revenons à ces fondamentaux, permettons à toutes ces idées d'émerger autour d'un grand projet pour notre famille et mettons un terme définitif à ce que ne supportent plus ni nos militants ni nos électeurs. Encore un mot des municipales. La prochaine échéance électorale, ce sont donc les municipales en 2014. Vous n'avez pas dit si vous étiez candidat, Monsieur Estrosi. Quand prendrez-vous la décision ? Vous savez, Nice est une ville merveilleuse et formidable. Je ne veux pas être hypocrite avec les Niçois. Ils savent combien ma priorité se tourne vers cette grande ville de France, cette première métropole créée par la loi de décentralisation de décembre 2010 et confortée par la loi socialiste qui est aujourd'hui en discussion au Parlement. Pour moi, l'année 2013 doit être une année utile où je dois consacrer mes efforts à livrer de grands chantiers, un grand stade européen, une grande coulée verte de cœur de ville, un plan de circulation et de stationnement qui résorbe un grand nombre de problèmes de la cité, et un campus universitaire tourné vers le développement durable, une éco-vallée où nous attirons aujourd'hui de grandes entreprises internationales qui nous permettent de créer des emplois tournés vers la croissance verte. Alors on aura le temps d'ici là de revenir à tout ça avec vous. Autant vous dire que je n'évoquerai à aucun moment l'échéance de 2014, que je ne rentrerai pas en campagne électorale, que je ne ferai pas part de mes intentions futures, tant que je ne serai pas allé jusqu'au bout de tous mes engagements devant les Niçois. Alors, quelques mots quand même de la situation économique et sociale, avec un chômage qui va encore s'aggraver, ce sont les prévisions de l'INSEE. François Hollande affirme pourtant qu'il va arriver à relancer les emplois aidés. Il va y arriver ? Tout ça, c'est du bidouillage. C'est du bidouillage où M. Hollande essaie avec sa baguette magique de faire payer par le contribuable, par la collectivité, par l'État, des emplois qui ne produisent rien en termes de richesse. Moi, je vous le dis très clairement, je n'ai pas accepté de signer un seul contrat d'avenir avec ma municipalité, la 5e ville de France, parce que le coût d'un emploi d'avenir en matière de fonctionnement pour la collectivité représente, si je le mets sur des investissements et les chantiers que je conduis, pour près de 175 millions d'euros par an, 10 emplois. Eh bien, je pense qu'il vaut mieux que la collectivité accompagne par l'investissement 10 emplois. Je mets dans tous mes marchés publics des clauses d'insertion qui exigent que celui qui est adjudicataire d'un marché public en même temps assure de la formation, de la qualification, du recrutement et la signature de CDI pour les jeunes. C'est beaucoup plus productif en termes d'emploi. Malheureusement, les socialistes, comme d'habitude,
sont gangrénés par cette maladie infernale de faire grossir la dépense publique par des emplois publics, mais le président ça Hollande, ne marchera pas. Et comme l'a dit l'OCDE, non seulement nous avons pris la voie de la récession, on va s'y enfermer. Bon, oui, mais l'optimisme du président, est-ce qu'il tranche avec le pessimisme des Français? Comment vous l'expliquez? Ça vous choque? Ça vous étonne? Oui, mais les Français n'acceptent pas d'être pris pour des imbéciles. Les Français savent très bien lire les indications de l'INSEE, qui savent que sur les 184 000 emplois aidés possibles sur lesquels ils souhaitent jouer pour faire baisser le chômage, il n'y en aura que 126 000 qui auront été consommés à la fin de l'année 2013, et que parce que 58 000 resteront disponibles, que même en forçant l'éducation nationale à recruter 10 000 emplois aidés à la rentrée de septembre, ça n'améliorera pas la courbe du chômage. Au contraire, ça risque de pousser le gouvernement, pour faire face à ses dépenses, à augmenter encore plus la fiscalité, à faire baisser encore plus le pouvoir d'achat, à mettre encore plus en berne la consommation, et donc à faire grossir le taux de chômage plus qu'à ne le réduire. Alors, voilà, nous terminons sur, si vous voulez bien, sur la question MyBooks. MyBooks, c'est un site d'information littéraire, et en partenariat avec MyBooks, nous vous posons la question: quel est votre livre de chevet en ce moment? Quel livre lisez-vous? Eh bien, je lis ce livre que m'a offert Hélène Carrère d'Ancos il y a 15 jours lors du Salon du Livre à Nice, qui s'appelle Une dynastie sous le règne des Romanov. Romanov, une dynastie sous le règne du sang. C'est un livre merveilleux qui est un livre d'histoire d'abord, et qui explique comment de 1613 jusqu'au début du siècle dernier, eh bien, il y a eu 15 souverains, dont 3 femmes, qui ont amené la Grande Russie à connaître des hauts et des bas, et puis aussi une part de ses relations avec la France, notamment cette relation un peu contradictoire entre Napoléon Ier et Alexandre Ier, où c'était « je t'aime, moi non plus », mais une même vision de la construction européenne. Et puis pour le maire d'une ville qui a été fréquentée par Nicolas II et l'impératrice Alexandra Fyodorovna, qui... et vous avez d'ailleurs écrit là-dessus vous-même. Oui, j'ai écrit là-dessus d'ailleurs, et qui a d'ailleurs laissé un très beau patrimoine avec la plus belle cathédrale orthodoxe russe du sud de l'Europe. Ce livre est tout à fait passionnant, et je ne peux qu'inviter un certain nombre de vos auditeurs à le lire comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Nos auditeurs qui seront nombreux à venir vous voir, y compris Nadège et moi-même bientôt, parce qu'il y a l'exposition Matisse à Nice, et puis il y a aussi à Saint-Paul-de-Vence, à la Fondation MAG, l'exposition de Bernard-Henri Lévy. Donc votre ville est à l'honneur pour les jours qui viennent. J'ai confié à Jean-Jacques Ayagon, qui est un homme que j'apprécie beaucoup, qui a été un grand ministre de la Culture, d'être commissaire général d'une exposition Matisse. Matisse a réalisé son œuvre pendant 40 ans à Nice. Et il est enterré à Nice. Il a son musée à Nice. Et aujourd'hui, que nous puissions enfin, et que je puisse enfin amener aux yeux et au regard du monde entier le fait, avec la famille Matisse à mes côtés et ses enfants et petits-enfants, que ce grand peintre planétaire est si attaché à ma cité. Oui, venez à Nice parcourir cette exposition qui, sur 8 musées, fait découvrir les lumières, les couleurs, les reliefs, la musique aussi, telle qu'a su si bien la décrire à travers son œuvre Henri Matisse. Merci Christian Estrosi, député des Alpes-Maritimes, maire de Nice, vice-président de l'UMP, qui était l'invité du grand entretien.